Bonjour. Dans le chapitre à la recherche du passé géologique de notre planète, nous allons approfondir la partie sur le rifting et les marches passives dans cette vidéo. Donc, lors de l'activité de la balade dans les Alpes, vous avez étudié l'arrêt du col d'Ornon de manière virtuelle et en gros, vous avez pu observer ces éléments que vous voyez. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'on a un socle primaire, c'est-à-dire une base avec des roches magmatiques et métamorphiques anciennes, qui sont séparées par des failles, qui sont des failles normales puisque le bloc bascule, glisse l'un par rapport à l'autre. Donc, comment est-ce que ce type de structure s'est mis en place ? C'est ce qu'on va essayer de comprendre. Donc, si on imagine que les blocs, on les remet à leur position initiale, au départ, on a quelque chose de totalement horizontal. C'est ce qu'on voit dans la première image ici. Donc, vous avez la croûte continentale, dessous, vous avez le manteau lithosphérique, et puis, vous pouvez avoir des sédiments qui sont posés là, donc qui vont suivre ce qui va se passer. Donc, quand on va avoir, en fait, un étirement, c'est la distension qui se met en place. Cette distension, elle est liée à une remontée de la sténosphère. Ça va entraîner l'apparition des failles normales. Et donc, ces failles normales, on va voir les blocs qui basculent l'un par rapport à l'autre. Donc, ces structures, ces formations, quand on les observe, on appelle cela des blocs basculés. Ils sont limités par des failles normales. Cet ensemble, d'accord, vous voyez qu'il y a une symétrie qui est le centre de la zone où il y a cette remontée d'asténosphère. Et on voit une symétrie des blocs basculés qui se font face. Cet ensemble est appelé un rift ou un fossé d'effondrement. Dans les rifts, qui donc touchent les continents, pour ça qu'on précise rift continental, vous pouvez avoir en association du volcanisme qui est lié à cette remontée d'asténosphère. Ce n'est pas toujours le cas pour tous les rifts, pas tout le temps en tout cas. Les sédiments qui sont associés à ces rifts, on va en avoir de plusieurs types. On va avoir ceux qui sont posés avant que le rift ne fonctionne. Donc forcément, ils sont posés sur la croûte, ils font partie de la croûte bien sûr, mais à l'horizontale sur le socle. Quand on va avoir le début de la distanciation, forcément, les sédiments qui ont été posés avant vont suivre le bloc qui bascule. Par contre, dans la même période, pendant le fonctionnement du rift, on va avoir de nouveaux sédiments qui vont se poser et qui vont se poser de manière particulière, on va pouvoir repérer, qui se posent donc de manière qu'on va appeler en éventail. Tant que le rift fonctionne, vous avez ces sédiments qui se posent de manière particulière. Lorsque le rift va s'arrêter de fonctionner, c'est-à-dire quand les blocs vont arrêter de basculer les uns par rapport aux autres, la faille normale ne va plus fonctionner, les sédiments suivants vont se poser et vont tout recouvrir de manière horizontale. Donc en fonction de cette forme, on leur donne des noms. Donc les sédiments qui sont posés avant, on les appelle les sédiments antérift. Les sédiments qui sont posés en même temps que l'activité du fossé d'effondrement sont appelés les sédiments synrift. Les sédiments qui sont posés après l'activité de ce rift sont appelés les sédiments post-rift. Donc ce document, juste pour vous montrer un peu plus en zoom la forme particulière des sédiments qui se posent. Donc les pré-rifts, ils sont tous horizontaux, ils ont suivi le bloc, c'est pour ça qu'ils sont penchés, d'accord, dans cette image, le bloc étant ici, la faille normale ici. Les synrifts, vous voyez la fameuse image de l'éventail, c'est-à-dire qu'à chaque fois, là c'était à l'horizontale, puis ensuite le suivant, puis ensuite le suivant, puis ensuite le suivant, et ainsi de suite. Et enfin les post-rifts qui vont recouvrir l'ensemble, c'est-à-dire notamment qui ne sont pas touchés par la faille normale. Donc là, ce système de datation, ça revient à l'utilisation des datations relatives. On utilise les principes de superposition et de recoupement. Ensuite, dans l'activité que vous avez travaillée, vous avez pu voir que sur ces blocs, justement dans les fameux sédiments et synrifts, pour préciser, vous allez avoir différents types de roches. Vous avez une couche, par exemple, de roches qui sont proches du gypse, les dolomies. Ce gypse a comme particularité de se former dans une mer peu profonde et salée par évaporation. On appelle ça une roche évaporétique, donc de la grande famille des roches sédimentaires.
Donc quand j'observe une roche de type gypse, je peux en déduire qu'à ce moment-là, il y avait suffisamment de profondeur pour avoir de l'eau de mer, mais cependant pas si profond, puisque elle permet d'avoir une évaporation intense. Ensuite, par-dessus, on peut observer des calcaires et des calcaires à bélémnite, les bélémnites étant des fossiles marins. Donc là, du coup, ça veut donc dire qu'on a une mer beaucoup plus profonde qui voit la présence d'êtres vivants possibles. Donc on est passé d'une mer peu profonde, de type lagune, avec évaporation, à une mer beaucoup plus profonde. Donc là, on a finalement un enfoncement qui permet, un effondrement qui permet d'avoir une mer de plus en plus profonde. C'est cohérent avec notre histoire de rift. Donc si on re-regarde ce schéma d'interprétation de la zone des Alpes avec ces blocs basculés, on repère ces sédiments, donc Saint-Rift, le Trias ici, qui date du Trias, donc 200 à 245 millions d'années, des Dolomites, dont j'ai dit qu'elles étaient proches des gypses, donc même type de mise en place à peu près. Et puis par-dessus, une grande barre rocheuse de calcaire à ammonite et à bélémnite, donc preuve d'une mer profonde. Qu'est-ce qui se passe si mon rift continue à s'étirer, que j'ai toujours cette divergence? Qu'est-ce qui peut apparaître? Donc voilà ce qui peut apparaître. Donc on a notre rifting continental, c'est-à-dire on est parti du continent, on a fait un fossé d'effondrement, on le repère avec le côté symétrique des blocs basculés, les failles normales et le creux qui explique pourquoi est-ce que je peux avoir une mer et puis de plus en plus profonde ou pas. Si ça continue, donc je vais avoir continué à remonter d'asténosphère. Si cette remontée d'asténosphère se fait dans des conditions particulières, et notamment, comme vous avez vu en première, entraîne une décompression adiabatique des péridotites, donc des roches du manteau, il y a fusion partielle et donc formation d'une dorsale avec du magmatisme particulier et mise en place des roches qui forment la croûte océanique, les basaltes et les gabbros. Donc on va former finalement de la croûte océanique et donc un océan. Et puis on continue, cet océan va s'ouvrir de plus en plus et être de plus en plus gros, comme ce que vous connaissez aujourd'hui au niveau de l'océan Atlantique ou de l'océan Pacifique. Si on regarde bien ça, on retrouve finalement un côté de notre rift ici et un autre côté de notre rift ici. Donc ces éléments, finalement, ils se retrouvent de part et d'autre. Et il se passe plus grand-chose à cet endroit-là, parce que finalement, c'est pas là où j'ai ma divergence qui est la plus intense. Donc en fait, ici, ça devient ce qu'on appelle une marge passive. Donc dans les marges passives, vous n'aurez qu'un seul morceau du rift, et il se passe plus grand-chose en termes d'activité. Il n'y a plus de volcanisme, il n'y a quasi plus de séisme, etc. Donc si on essaye de regarder où est-ce qu'on en trouve aujourd'hui des rifts, un des exemples, c'est la partie est de l'Afrique, ce qu'on appelle les rifts est-africains. Donc ils sont localisés ici en pointillé. Donc là, en fait, finalement, c'est les deux côtés de notre rift. Et vous voyez d'ailleurs que c'est accompagné d'une activité volcanique. Si elle continue, on va voir la mise en place d'un océan. Alors c'est ce qui se passe notamment au niveau de la mer Rouge. Donc la mer Rouge, ici avant on avait un rift continental et puis là au centre on a maintenant le début d'une dorsale océanique qui est en fonctionnement. Donc on va commencer à trouver de la croûte océanique au fond de cette zone. Si elle continue, sûrement qu'il y aura un océan plus tard. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.